Peut-être que je me suis mariée trop jeune, a-t-elle dit à ses amies d'université lors de leur retrouvailles. Elles étaient toutes d'accord. J'étais juste là et j'ai dit, il n'est jamais trop tard pour réparer une erreur, puis je suis parti. Son ami a demandé, il était sérieux? La réaction de ma femme était impayable. Au moment où ma femme a dit à ses amies d'université qu'elle s'était mariée trop jeune, j'ai su que c'était terminé pour moi. Pas blessé, pas surpris, juste terminé. Nous étions au relais des étudiants à Versailles pour les retrouvailles des 10 ans de l'université de Camille. J'étais assis à une table haute avec elle et 6 de ses anciennes amies du bureau des élèves. Tout le monde buvait, riait et montrait des photos sur son téléphone. Camille s'était détendue après 3 ou 4 verres, devenant plus bruyante à chaque histoire sur leurs années à Sciences Po. Ses amis parlaient de leur vie. Juliette venait de se fiancer et n'arrêtait pas de montrer sa bague. Laure racontait ses aventures sur les applications de rencontres et à quel point elle s'amusait en étant célibataire. « Mon Dieu, je suis si contente de ne pas être encore mariée, » dit Laure en riant. « Il y a encore tellement de choses amusantes à faire. » Juliette a fait semblant d'être offensée. « Et, le mariage peut être amusant aussi, n'est-ce pas, Camille ?» Camille n'a même pas hésité. « Honnêtement, je pense que je me suis mariée trop jeune. » Nous deux. Le silence s'est fait à table pendant exactement 2 secondes. Puis ses amis ont commencé à être d'accord. « Oui, vous vous êtes mariés juste après l'université, n'est-ce pas? Vous avez complètement manqué vos 20 ans. Je ne peux pas imaginer être attaché si jeune. » Camille hochait la tête, gagnant en confiance. « Exactement. Parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais attendu. » J'étais resté assis là, silencieux, tenant ma bière. Je l'ai posée doucement, j'ai regardé Camille droit dans les yeux, puis ses amis. « Il n'est jamais trop tard pour réparer une erreur, » ai-je dit calmement. Je me suis levé, j'ai sorti mon portefeuille et j'ai laissé 40 € sur la table pour mes boissons. Puis je me suis dirigé vers la sortie sans me retourner. Un silence complet m'a suivi. J'ai entendu la voix de Laure alors que j'atteignais la porte. « Attendez, il était sérieux. » Je ne me suis pas retourné. J'ai continué à marcher dans la nuit d'automne de Paris, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit directement à l'appartement de mon frère Vincent dans le 13e arrondissement, l'endroit où je prévoyais d'aller depuis 3 semaines. Vous voyez, ce n'était pas une réaction spontanée. C'était la confirmation finale de ce que je documentais depuis 18 mois. J'ai dormi sur le canapé de Vincent cette nuit-là. Mon téléphone s'est allumé constamment, 27 appels manqués au matin, 43 messages textes. Les messages vocaux passaient de la colère aux pleurs, puis à la confusion. Son dernier message est arrivé à 3 heures du matin, « S'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler de ça. » Vincent s'est réveillé vers 8 heures. Il m'a vu fixer mon téléphone. Il a 35 ans, divorcé depuis 2 ans. Il a compris immédiatement. Il était temps, mec, a-t-il dit en versant du café. Vers 9h30, quelqu'un a frappé à la porte. Fort. Vincent a répondu. Il ne veut pas te parler. C'est ridicule. La voix de Camille est parvenue jusqu'à nous. C'était juste un commentaire. Je suis apparu derrière Vincent. Laisse-la entrer. Vincent s'est écarté mais est resté à portée de voix. Camille est entrée en trombe, puis s'est arrêtée en voyant mon visage. Tu m'as embarrassé devant toutes mes amies, a-t-elle dit. Je t'ai embarrassé? J'ai gardé une voix égale. Perspective intéressante. Je ne faisais que me plaindre. Tout le monde se plaint parfois du mariage. Ah oui? Ou c'est juste ce que tu te dis à toi-même? Tu réagis de manière excessive pour rien. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application de notes et fait défiler jusqu'à la liste que je tenais. Le 18 juillet, ai-je lu. Tu as dit à ta mère que le mariage était plus difficile que prévu et que tu te sentais piégé. Le visage de Camille est devenu pâle. Le 3 août. Tu as dit à ta sœur que si c'était à refaire, tu aurais voyagé davantage avant de te poser. Tu as suivi ce que je dis? Sa voix s'est élevée. C'est du contrôle. J'ai écouté ce que tu dis. Il y a une différence. J'ai continué à faire défiler. Le 9 septembre. Tu as dit à Juliette au téléphone que tu enviais sa vie de célibataire. Le 22 septembre, il y a 3 jours. Tu as dit alors que tu te demandais parfois si tu avais épousé la bonne personne. Je lui ai montré l'écran,
14 cas documentés sur 18 mois. Chacun avec une date, la personne à qui elle l'avait dit et la citation exacte. Sa défense s'est effondrée alors qu'elle parcourait la liste. Je ne le pensais pas, balbutia-t-elle. C'est juste des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles en l'air quand on le pense à chaque fois. Elle a changé de tactique. Tu me reproches encore cette histoire du master. Quelle histoire? Dis-le. Ce n'était rien. Juste quelques textos. Des textos où tu disais à un autre homme que tu tombais amoureuse de lui. Nous n'avons jamais rien fait de physique, et je t'ai pardonné. Je suis allé en thérapie. Je t'ai cru quand tu as dit que tu apprécierais ce que nous avions. Mais tu n'as pas appris la gratitude, tu as appris que je tolérerais le manque de respect. Camille m'a regardé fixement. Que veux-tu que je fasse? Rien. Je parle à un avocat depuis 3 semaines. Tu as fait quoi? Le régime légal et la communauté de biens. Nous partagerons tout équitablement. Je serai parti de la maison d'ici mercredi. Que suis-je censé faire avec le prêt immobilier? Le payer. Tu gagnes bien ta vie maintenant, grâce au fait que je t'ai payé tes études. Je ne peux pas me le permettre seul. Alors vends-la. Ce n'est plus mon problème. J'ai attrapé ma veste. Rentre chez toi. Je serai là dans 1 heure pour prendre mes affaires. S'il te plaît, sois parti quand j'arriverai. Où suis-je censé aller? Tes amis semblent penser que c'est génial d'être célibataire. Va le découvrir. Elle n'était pas partie quand je suis arrivé à notre maison à Boulogne-Billancourt 1 heure plus tard. Elle avait appelé ses parents, ils étaient en route. J'ai fait mes valises méthodiquement, vêtements, documents, objets personnels. Camille me suivait de pièce en pièce. Et la thérapie? A-t-elle tenté? Nous n'en avons pas fait depuis des années. Nous avons essayé après ta liaison émotionnelle. Ça n'a pas tenu. J'ai changé depuis. En quelqu'un qui regrette publiquement de m'avoir épousé. Beau changement. J'étais saoul. Les gens disent des bêtises quand ils sont saouls. Les paroles d'ivrogne sont des pensées de sobre. Ses parents sont arrivés alors que je chargeais des cartons dans ma voiture. Thomas et Hélène Durand sont entrés, l'air confus et inquiet. Julien, que se passe-t-il? A demandé Thomas. Je déménage. Camille peut vous expliquer pourquoi. Hélène a regardé sa fille. Vous pouvez sûrement arranger ça, vous deux. Demandez à votre fille ce qu'elle a dit à ses amis hier soir. Camille est restée silencieuse. Camille, la voix de Thomas est devenue ferme. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit quelque chose de stupide, a finalement parlé Camille. Il en fait toute une histoire. Elle a dit à une table pleine de ses amis qu'elle s'était mariée trop jeune, ai-je dit. Elles étaient toutes d'accord. J'étais assis juste là. La main d'Hélène s'est portée à sa bouche. Oh, ma chérie. C'était juste des paroles en l'air. Des discussions de filles. J'ai sorti les copies imprimées de ma documentation et les ai tendues à Thomas. J'ai tenu un registre. Sur 18 mois. Thomas a lu en silence, son visage devenant de plus en plus sérieux à chaque page. Hélène lisait par-dessus son épaule. Camille Marie, a dit Hélène doucement. Tu as dit tout ça pendant qu'il te soutenait financièrement pour tes études, papa. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Thomas a levé les yeux vers moi. Combien as-tu contribué pendant qu'elle était en master? Environ 29 000 € pour les frais de scolarité, 60 000 € pour le loyer sur 3 ans, plus les courses, les factures, l'assurance, les réparations de voitures. Disons 90 000 € au total. Camille, est-ce vrai? Il a offert. Je ne lui ai pas demandé de faire tout ça. Tu as raison, ai-je dit. Tu n'as pas demandé. Tu t'attendais. Et qu'as-tu contribué depuis l'obtention de ton diplôme, a demandé Hélène. Camille n'a rien dit. Environ 20% des dépenses mensuelles, ai-je répondu. Le reste va sur son compte d'épargne. Elle a environ 68 000 € d'économisés. J'en ai 11 000. Thomas a regardé sa fille comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Tu as mis presque tout ton argent de côté pendant qu'il portait le fardeau? Je me construisais une sécurité. Une sécurité contre quoi? La voix d'Hélène s'est brisée. Ton mariage? Tu ne comprends pas ce que c'est que de se marier si jeune.
J'ai épousé ta mère à 23 ans, a dit Thomas. Je ne l'ai jamais regretté une seule fois, publiquement ou en privé. J'ai fini de charger ma voiture. Thomas m'a raccompagné. Julien, je suis désolé. Nous l'avons mieux élevé que ça. Je le pensais aussi. Je suis retourné chez Vincent et j'ai appelé mon avocat le lundi matin. Les papiers du divorce ont été signifiés à Camille à son travail le mardi. Elle m'a appelé 19 fois. Je n'ai pas répondu. Elle s'est présentée à mon bureau à la Défense. La sécurité a appelé mon poste. Votre femme est dans le hall. Dites-lui que je communiquerai par l'intermédiaire de mon avocat. Mercredi, elle a envoyé un courriel de 2000 mots. Elle prétendait que j'étais cruel et vindicatif, que j'abandonnais notre couple. J'ai répondu par une seule ligne, tu as eu 18 mois pour changer. Tu as choisi de ne pas le faire. Jeudi, sa mère m'a appelé. Elle est dévastée, a dit Hélène. J'en suis sûr. Y a-t-il quelque chose qu'elle puisse faire pour arranger ça? Elle pourrait commencer par être honnête avec elle-même sur les raisons de ce qui s'est passé. Hélène a soupiré. Elle te rejette la faute auprès de tout le monde, en disant que tu es contrôlant. Je sais. 3 amis communs m'ont déjà contacté. Pour ce que ça vaut, Thomas et moi te croyons. Nous avons vu la documentation. Merci. Cela signifie beaucoup. Vendredi soir, Camille s'est présentée à l'appartement de Vincent. Elle s'était apprêtée, s'était coiffée et avait apporté mon plat à emporter préféré. Vincent a ouvert la porte. Sérieusement? J'ai besoin de lui parler. S'il te plaît. Je suis venu à la porte. Non. 5 minutes. Tu peux parler à mon avocat. Arrête de dire ça. Je suis ta femme. Plus pour longtemps. Elle s'est effondrée, pleurant là, sur le pas de la porte. Vincent avait l'air mal à l'aise. Camille, rentre chez toi. Je ne veux pas te perdre, sanglota T.L. Tu m'as perdu quand tu as décidé que je n'étais pas assez bien. J'ai fermé la porte. 3 semaines plus tard, nous avions notre séance de médiation dans un bureau du 8e arrondissement. Camille est arrivée avec une avocate chère. J'avais Maître Dubois, un type direct qui avait fait ma consultation. L'avocate de Camille a commencé avec confiance. Ma cliente est disposée à partager tous les actifs à 50-50e. Maître Dubois a fait glisser un dossier sur la table. Passons d'abord en revue la documentation. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons tout examiné, chaque relevé bancaire, chaque paiement hypothécaire, chaque paiement de prêt étudiant que j'avais fait en son nom. Tout était classé et documenté. La confiance de l'avocate de Camille s'est évaporée. Ma cliente a contribué au travail domestique, au soutien émotionnel. Mon client a fait toute la cuisine, l'entretien du jardin, les réparations de la maison et a porté 85% du fardeau financier, a interrompu Maître Dubois. Puis il a mentionné la liaison émotionnelle. L'avocate de Camille est devenue pâle. Elle a chuchoté quelque chose à Camille, qui a semblé paniquer. Ils ont négocié dans les deux sens. Finalement, l'avocate de Camille a demandé si elle pouvait me parler seule. Les avocats et le médiateur sont sortis. Julien, s'il te plaît, a dit Camille dès que la porte s'est refermée. On peut arranger ça. Arrête. Je sais que j'ai tout gâché, mais... Tu n'as pas tout gâché. Tu as fait un choix, encore et encore, pendant 18 mois. J'avais juste peur. Peur de passer à côté de quelque chose. Et maintenant, tu ne passeras à côté de rien. Tu auras exactement ce que tu voulais. Je ne veux pas de ça. Tu voulais être célibataire. Tu voulais retrouver tes 20 ans. Ton vœu est exaucé. Ce n'est pas juste. Ce qui aurait été juste, c'est que tu apprécies ce que tu avais pendant que tu l'avais. Les avocats sont revenus. Nous sommes parvenus à un accord. J'ai obtenu 60% des actifs communs. Camille a gardé la maison mais a dû refinancer pour racheter ma part. Elle a gardé ses 68 000 € d'économie. J'ai gardé mon compte de retraite. Pas de prestations compensatoires. Camille a signé avec des mains tremblantes. J'ai signé calmement. À l'extérieur du bâtiment, elle a essayé une dernière fois. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait. À plusieurs reprises. Que se passe-t-il maintenant? Tu découvres si être célibataire est vraiment ce que tu imaginais.
Tu vois quelqu'un. Ça ne te regarde plus. Je suis parti. Au cours du mois suivant, j'ai observé les retombées. 3 couples avec qui nous étions amis m'ont contacté. 2 ont pris mon parti après avoir entendu toute l'histoire. 1 a essayé de rester neutre. Camille a raconté sa version à tout le monde, il nous a abandonnés pour un seul commentaire. Mais ses amis d'université connaissaient la vérité. Elles étaient là. Juliette m'a envoyé un message. Je suis désolé. Nous aurions dû l'arrêter. Ce n'était pas votre responsabilité, ai-je répondu. Thomas m'appelait chaque semaine. Tu as géré ça avec plus de grâce que je ne l'aurais fait. Un de ces appels a duré plus longtemps que d'habitude. Thomas avait plus à dire. Hélène et moi avons discuté, a-t-il dit, de la façon dont nous avons élevé Camille. De ce que nous avons manqué. Vous n'avez rien manqué. Vous l'avez bien élevée. Vraiment? Parce que notre fille a jeté un bon mariage par la fenêtre parce qu'elle était nostalgique de l'université. Les gens font leur propre choix. Elle a toujours été un peu capricieuse, a admis Thomas. Même enfant, elle voulait toujours ce que les autres enfants avaient. Jamais tout à fait satisfaite de ce qu'elle recevait. J'ai vu un peu de ça. Nous aurions dû la corriger davantage. Hélène se sent terriblement mal. Elle n'arrête pas de dire que nous aurions dû lui apprendre la gratitude. On ne peut pas apprendre à quelqu'un à être reconnaissant s'il ne veut pas apprendre. Thomas est resté silencieux un moment. Elle nous a demandé de l'argent le mois dernier. Pour la maison? Non, pour les dépenses générales. Elle a dit que tout était plus cher que prévu. Je lui ai dit, bienvenue dans l'âge adulte. Hélène voulait le lui donner. J'ai dit non. Ça a dû être difficile. C'était nécessaire. Elle a vécu dans une bulle, Julien. Ta bulle. Elle doit apprendre ce que les choses coûtent réellement. Comment l'a-t-elle pris? Pas bien. Elle nous a accusés de choisir ton camp. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de camp, juste des conséquences. Hélène a pris le téléphone. Julien, chéri, je suis tellement désolé. Vous n'avez aucune raison de vous excuser. Si. J'ai trouvé des excuses pour elle. Quand elle se plaignait du mariage, je disais à Thomas que c'était juste des plaintes normales. Je ne voulais pas voir ce qui se passait réellement. La plupart des parents ne le verraient pas, tu as été bon pour elle, meilleur qu'elle ne le méritait. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui appréciera ça. J'y travaille. Après avoir raccroché, je me suis senti mal pour eux. C'étaient de bonnes personnes qui avaient élevé une fille qui, d'une manière ou d'une autre, avait manqué la leçon sur la gratitude. Thomas m'appelait chaque semaine. Tu as géré ça avec plus de grâce que je ne l'aurais fait. Hélène a envoyé un colis de réconfort chez Vincent. La sœur de Camille, Sophie, m'a contacté. De toute façon, je t'ai toujours préféré. Camille a continué d'essayer. Semaine 5, elle a envoyé des fleurs à l'appartement de Vincent. La carte disait « Mon mari me manque ». Je les ai données à une maison de retraite. Semaine 6, elle a publié sur les réseaux sociaux des messages sur ses plus grands regrets et le fait de prendre les gens pour acquis. Je l'avais déjà bloqué, mais des amis communs m'ont envoyé des captures d'écran. Semaine 7, elle s'est présentée dans un bar où elle savait que j'allais avec Vincent, juste, par coïncidence, là avec ses amis. Je l'ai vue, j'ai fini ma bière et je suis parti sans un mot. Semaine 8, elle m'a envoyé un message depuis un nouveau numéro. Je suis en thérapie, j'apprends sur moi-même. Peut-on parler? Je suis content que tu reçoives de l'aide. Mais non. S'il te plaît. Je comprends maintenant ce que j'ai fait de mal. Comprendre n'est pas la même chose que de mériter une autre chance. Combien de temps vas-tu me punir? Je ne te punis pas. Je me protège. La nuit après la 8e tentative de contact de Camille, Vincent et moi étions assis sur son balcon avec des bières. C'était fin octobre, assez froid pour que nous puissions voir notre souffle. Tu sais ce que je respecte dans tout ça, a dit Vincent. Tu ne te comportes pas comme un salaud. Tu en as juste fini avec ça. J'ai appris en te regardant, ai-je dit. Il a ri. Mon divorce a été plus chaotique. Beaucoup plus de cris. L'as-tu jamais regretté? Tous les jours pendant le premier mois, puis plus du tout après ça. Il m'a regardé. Tu le regrettes? Non. Juste fatigué.
C'est normal. Il a pris une gorgée. Mon conseil, ne sors avec personne pendant au moins 6 mois. Reste seul un moment. Découvre qui tu es sans elle. C'est le plan. Tu as été la moitié de quelque chose pendant 8 ans. Il est temps d'être une personne entière par toi-même. C'était un bon conseil. Vincent était passé par là. Il connaissait la tentation de combler rapidement le vide, de prouver qu'on était encore désirable, de rendre l'ex jalouse. Elle va continuer d'essayer, a-t-il dit. Probablement pendant des mois. Je sais. Je suis préparé pour ça. J'ai mémorisé le numéro de mon avocat. Vincent a ri. Bien joué. Nous sommes restés assis en silence un moment. La ville bourdonnait en dessous de nous. Quelque part, une sirène hurlait. Les bruits normaux d'une nuit à Paris. Tu te demandes parfois si tu n'es pas trop dur avec elle? A demandé Vincent. Chaque fois qu'elle appelle. Et puis je me souviens des 18 mois des mêmes plaintes, de cette histoire en master, et de la façon dont elle a regardé ses amis dans les yeux et a dit qu'elle s'était mariée trop jeune alors que j'étais assis juste là. Ouais, a hoché la tête Vincent. Tu n'es pas trop dur avec elle. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé un appartement. Après 6 semaines chez Vincent, j'ai loué un studio dans le Marais, petit, abordable, à moi. Je l'ai décoré simplement. Aucun rappel du mariage. J'ai commencé à aller à la salle de sport, j'ai renoué avec de vieux amis d'université, j'ai fait un week-end à Deauville avec Vincent et j'ai commencé à remarquer que j'avais plus d'argent à la fin de chaque mois. Un soir, j'ai retrouvé 2 gars de Sciences Po, Bruno et Marc. Nous n'avions pas beaucoup traîné ensemble depuis que je m'étais marié. Ils m'avaient invité à sortir quelques fois au fil des ans, mais Camille avait généralement quelque chose de prévu où elle me faisait culpabiliser d'y aller. Nous nous sommes retrouvés dans un bar sportif à Saint-Germain-des-Prés. Ils avaient tous les 2 entendu parler du divorce par des connaissances communes. Alors, tu es de nouveau célibataire, a dit Bruno en levant sa bière. Bon retour parmi nous. Comment tu tiens le coup, a demandé Marc. Mieux que prévu. Camille a toujours été un peu excessive, a dit Bruno prudemment. Marc lui a lancé un regard. Quoi? Je dis juste. Tu te souviens en première année quand elle s'est fâchée que Julien soit allé à ce concert avec nous au lieu de son dîner d'anniversaire? Son anniversaire était la semaine suivante, ai-je dit. Exactement. Mais elle a agi comme si tu avais manqué le jour J, j'avais oublié ça. Ou peut-être que je m'étais entraîné à oublier ce genre de choses. Elle avait une façon de te faire sentir mal d'avoir ta propre vie, a ajouté Marc. On l'avait remarqué. On n'a juste rien dit. Pourquoi pas? Bruno a haussé les épaules. Tu avais l'air heureux, ou on pensait que tu l'étais. Et qui veut être cet ami qui critique la femme de quelqu'un? Je comprends. Mais mec, a dit Marc, quand on a entendu ce qui s'est passé à ces retrouvailles, on s'est dit, enfin. Ça t'a pris assez de temps. Nous avons passé la nuit à parler de choses sans importance, sport, travail, projets pour l'été, des choses normales. J'ai réalisé à quel point ça m'avait manqué, avoir des amis, faire des choses sans avoir à demander la permission, ne pas me sentir coupable de rire trop fort ou de rester dehors trop tard. Vers minuit, Bruno a posé la question que je savais qu'il allait poser. Tu vois quelqu'un? En quelque sorte. Je viens de commencer. J'y vais très lentement. Bien. Ne te précipite pas, crois-moi, ce n'est pas mon intention. Mais tu es heureux, a demandé Marc. J'y ai pensé. Oui, en fait, je le suis. Alors c'est tout ce qui compte. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. J'ai commencé à aller à la salle de sport, j'ai renoué avec de vieux amis d'université, j'ai fait un week-end à Deauville avec Vincent et j'ai commencé à remarquer que j'avais plus d'argent à la fin de chaque mois. J'ai aussi commencé à voir une thérapeute. Le docteur Leclerc avait un cabinet dans le 15e arrondissement. Notre première séance a été gênante. Je n'avais jamais fait de thérapie auparavant. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, a-t-elle demandé. Ma femme et moi divorçons. Comment vous sentez-vous par rapport à ça? Bien, en fait. C'est ça le problème. Je me sens bien. Elle a attendu que je continue. Ne devrais-je pas être plus bouleversé? Nous étions ensemble depuis 8 ans. Le devriez-vous? Tout le monde n'arrête pas de me demander si je vais bien, comme s'il s'attendait à ce que je m'effondre. Vous effondrez-vous?
Non. Je suis soulagé. Est-ce mal? Le docteur Leclerc a souri. Il n'y a pas de mauvaise façon de se sentir. Parlez-moi de la relation. Je lui ai tout raconté, le soutien pendant ses études, la liaison émotionnelle, les 18 mois de plainte, les retrouvailles, mon départ. Elle a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle s'est penchée en arrière. On dirait que vous faisiez le deuil de ce mariage depuis longtemps avant de partir. Ça m'a frappé. Que voulez-vous dire? Vous avez tenu des registres pendant 18 mois. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un dans le déni. C'est celui de quelqu'un qui se prépare à une fin qu'il savait déjà inéluctable. Donc, je n'étais plus vraiment dans le mariage? L'étiez-vous? A-t-elle demandé doucement. J'y ai pensé. Non, pas depuis un moment. Alors, bien sûr, vous vous sentez soulagé. Vous avez déjà fait le travail émotionnel difficile. Vous ne mettez pas fin à un mariage heureux, vous officialisez une fin qui a déjà eu lieu. Cela avait du sens, plus de sens que tout ce que quiconque m'avait dit. La question maintenant, a poursuivi le docteur Leclerc, est de savoir ce que vous voulez pour l'avenir. Je ne sais pas, c'est normal. C'est ce que nous allons découvrir. Je l'ai vu toutes les 2 semaines après ça. Lentement, j'ai commencé à comprendre pourquoi le commentaire de Camille aux retrouvailles avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce n'était pas seulement les mots, c'était la validation publique des doutes privés que je portais seul. Un soir, j'étais assis dans mon studio et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Camille de toute la journée. Pas de colère, pas de peine, juste rien. J'ai envoyé un message à Vincent. Je crois que je vais vraiment bien. Il était sacrément temps, a-t-il répondu. 2 semaines avant la date du tribunal, Juliette m'a appelé, l'amie de Camille des retrouvailles, celle qui venait de se fiancer ce soir-là. J'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle, a-t-elle dit. Pas de problème. Je voulais que tu saches quelque chose à propos de cette nuit. J'ai attendu. Camille avait parlé de toi toute la soirée avant ton arrivée, se plaignant d'être attachée, de passer à côté de choses. On pensait toutes qu'elle se plaignait juste. On n'avait pas réalisé à quel point c'était sérieux. Ce n'est pas de votre faute. Je sais, mais après ton départ, elle a essayé de faire comme si tu étais dramatique. On n'a pas marché. Laure lui a demandé sans détour si elle voulait même être mariée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle ne savait pas. Qu'elle t'aimait, mais qu'elle avait l'impression d'avoir manqué quelque chose en se mariant si jeune. On s'est tout tu après ça parce qu'on a réalisé que tu étais resté assis là à entendre tout ça. Oui, mon fiancé, il est génial, mais je sais que je suis prête pour ça parce que je suis sortie avec d'autres personnes. J'ai vécu seule. J'ai découvert qui j'étais. Camille n'a jamais fait ça. Non, elle ne l'a pas fait. Elle m'appelle parfois maintenant, a dit Juliette. Elle demande de tes nouvelles, si j'ai entendu quelque chose. Je ne lui dis pas grand-chose. J'apprécie. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Partir demandait du courage. Merci. Après avoir raccroché, j'ai pensé à ce que Juliette avait dit. Camille m'aimait mais sentait qu'elle avait manqué quelque chose. Le problème, c'est qu'elle a décidé que moi, j'étais ce qu'elle avait manqué. Pas les voyages, ni les aventures, ni les expériences. Moi. Notre mariage était l'obstacle entre elle et la vie qu'elle pensait vouloir. 4 mois après être sortis de ces retrouvailles, nous nous tenions dans un palais de justice en ville. Le juge a examiné notre accord. Les 2 parties sont-elles certaines de vouloir procéder? Camille a hésité, m'a regardé. Oui, votre honneur, ai-je dit. Oui, a chuchoté Camille. Vous êtes tous les 2 libres de vous remarier. Dans le couloir, après, Camille m'a arrêté. Julien, attends. Je me suis retourné. Je veux juste que tu saches que tu avais raison sur tout. Je sais. Je t'ai pris pour acquis. Je n'ai pas apprécié ce que j'avais. Je le sais aussi. Y a-t-il une chance? Non. Elle a eu les larmes aux yeux. Je le mérite. Tu mérites quelqu'un qui te donne envie de rester marié. Je mérite quelqu'un qui n'a pas à se convaincre que je suis assez bien. J'espère que tu trouveras ça. J'espère que tu découvriras ce que tu veux vraiment. Je suis parti. C'était la dernière fois que je lui parlais. 6 mois plus tard, c'était fin mars, le printemps à Paris.
J'étais toujours dans mon studio du Marais, à la recherche d'appartements d'une chambre. J'avais eu une promotion au travail. Mon compte d'épargne grossissait. J'avais rejoint une ligue de volley-ball récréative et j'étais généralement content. J'ai rencontré quelqu'un par le biais de la ligue, Élodie Martin, 29 ans, enseignante en école primaire, jamais mariée. Elle était confiante, indépendante et savait ce qu'elle voulait. Nous avions eu 4 rendez-vous, en y allant doucement. Notre premier rendez-vous avait été un café après un match de volley-ball. Simple, sans pression. Nous avons parlé pendant 2 heures de tout et de rien, l'enseignement, le travail, les quartiers de Paris, les restaurants préférés. Alors, tu es divorcé, avait-elle demandé directement. Finalisé le mois dernier. C'est récent. Es-tu prêt à fréquenter quelqu'un? J'ai apprécié l'honnêteté. Je pense que oui, mais j'y vais doucement. Bien. Moi aussi. Je ne suis pas intéressé à être le pansement de quelqu'un. Juste. Que s'est-il passé? Si ça ne te dérange pas de demander. Elle a dit à ses amis d'université qu'elle s'était mariée trop jeune. J'ai été d'accord et je suis parti. Élodie avait ri. Pas méchamment, juste surprise. C'est tout? C'était la goutte d'eau. Il y avait beaucoup de choses avant ça. Il y en a toujours. Elle a remué son café. Mon dernier petit ami voulait que j'emménage avec lui après 3 mois. Il a dit que si je l'aimais vraiment, je le ferais. Je lui ai dit que s'il me respectait vraiment, il n'insisterait pas. Nous avons rompu. On dirait que tu sais ce que tu veux. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le découvrir, mais oui, c'est le cas. Le deuxième rendez-vous était un dîner. Elle a insisté pour partager l'addition. J'aime payer ma part. Ça garde les choses équitables. Le troisième rendez-vous était un musée. Nous avons déambulé dans le musée d'Orsay pendant des heures. Elle connaissait des choses sur les peintures que j'ignorais, faisait des observations qui me faisaient voir les choses différemment. Le quatrième rendez-vous était un verre dans un bar d'Oberkampf. Elle m'a parlé de ses élèves, des choses drôles qu'ils disaient. Je lui ai parlé de mon frère, de l'apprentissage de la vie en solo à nouveau. Tu sembles très bien équilibré pour quelqu'un de fraîchement divorcé, a-t-elle dit. J'ai eu beaucoup de temps pour m'y préparer. Mentalement, j'ai quitté ce mariage 18 mois avant de le quitter physiquement. C'est intelligent. Triste, mais intelligent. Elle savait que j'étais récemment divorcé. Elle n'a pas insisté pour avoir des détails. La différence entre elle et Camille était frappante. Élodie me remerciait pour de petites choses. Elle insistait pour payer ses propres repas. J'aime être indépendante, mais j'apprécie l'offre. Elle me demandait comment s'était passée ma journée et écoutait vraiment. Pas de jeu, pas de manipulation. Elle me faisait juste rire. Un samedi après-midi, je faisais mes courses à Monoprix Gourmet à Saint-Germain-des-Prés, prévoyant de cuisiner pour Élodie ce soir-là. J'ai poussé mon chariot au coin d'une allée et j'ai failli entrer en collision avec Camille. Nous nous sommes tous les deux figés. Julien, a-t-elle dit. Salut, Camille. Pause gênante. Comment vas-tu? Bien. Vraiment bien. Et toi? Je vais bien. Je m'adapte. Elle avait l'air différente. Fatiguée, plus âgée en quelque sorte. Son chariot contenait des portions pour une personne, du vin, des plats surgelés. J'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un. C'est vrai. C'est bien. Elle a essayé de sourire. C'est sérieux? Ça pourrait l'être. Nous prenons notre temps. Elle a hoché la tête. Comment est-elle? J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être honnête. Reconnaissante. Camille a tressailli. Je vois. Elle apprécie les choses sans que j'aie à les lui faire remarquer. Elle dit merci sans qu'on le lui demande. Elle veut être là. C'est ce que tu mérites. J'ai vendu la maison, a-t-elle dit après un moment. Je n'ai pas pu refinancer. J'aurais pu, mais elle semblait trop grande, trop vide. Je suis dans un appartement d'une chambre dans le 15e arrondissement maintenant. Ça va. Elle n'a pas mentionné que son compte d'épargne était considérablement plus petit, ou que ses amis des retrouvailles étaient pour la plupart mariés et occupés maintenant, ou que la liberté qu'elle avait voulu lui paraissait solitaire. J'ai beaucoup pensé à ce que j'ai dit aux retrouvailles. Ah oui? J'ai été si stupide. J'avais tout et je ne le voyais pas, tu le voyais.
Tu ne lui accordais juste pas de valeur. Je le sais maintenant. C'est bien. Grandir, c'est bien. Est-ce que ça change quelque chose que je le sache maintenant? Pour toi. J'espère que oui. Pour nous, non. Je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Sa voix s'est brisée. Je sais que j'ai complètement brûlé les ponts. Tu ne les as pas brûlés. Tu m'as juste montré qu'ils n'avaient jamais été aussi solides que je le pensais. Si je pouvais revenir à cette nuit. Tu ne peux pas. Et honnêtement, je suis content que ce soit arrivé. Elle a semblé surprise. Quoi? Parce que j'étais malheureux. Je ne me permettais juste pas de l'admettre. Le fait que tu aies dit ce que tu as dit m'a donné la permission d'arrêter de faire semblant. Tu étais malheureux? Pendant longtemps. J'essayais d'être assez bien pour quelqu'un qui ne voulait pas de ce que j'offrais. Je devrais te laisser. Elle a regardé son chariot. Tu as probablement un endroit où aller. Je cuisine pour Élodie ce soir. C'est gentil. Tu as toujours été un bon cuisinier. Prends soin de toi, Camille. Toi aussi. Et Julien? Oui. Merci. Pourquoi? De ne pas me détester. De m'avoir laissé apprendre à la dure. Je ne te déteste pas. Je ne t'aime tout simplement plus. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. C'est juste. Nous avons marché dans des directions opposées. Je ne me suis pas retourné. Ce soir-là, Élodie est venue à mon appartement. J'ai cuisiné pendant qu'elle m'aidait, riant de mes histoires. Elle portait un de mes sweatshirts. Une musique douce jouait. Le vin était ouvert. Le silence entre les conversations était confortable. Tu es silencieux, a-t-elle dit. Tout va bien? Oui, je pensais juste. J'ai croisé mon ex-femme aujourd'hui à Monoprix. Elle a arrêté de couper les légumes. Oh. Comment c'était? Bien, en fait. Vraiment bien. Veux-tu en parler? Pas vraiment. Juste. Reconnaissant. Elle a souri. Pourquoi? D'être ici. Pour ça. Elle s'est approchée de moi et m'a embrassé sur la joue. Merci de m'avoir invité. Merci d'être là. Toujours. C'était un moment simple mais profond. Elle a dit, toujours, sans lourdeur, sans ressentiment, sans se sentir piégée. Elle le pensait, tout simplement. J'ai réalisé que c'était à ça que ressemblait réellement un partenariat, un investissement égal, une appréciation mutuelle, pas de compte à tenir, pas de ressentiment. Nous avons dîné ensemble. Elle m'a raconté sa semaine et a vraiment écouté quand je parlais de la mienne. Elle a ri de mes blagues et a aidé à débarrasser sans qu'on le lui demande. À la porte, elle a dit « Bonne nuit ». Même heure la semaine prochaine? Ou plus tôt? Ou plus tôt, a-t-elle souri. Après son départ, j'ai nettoyé la cuisine, content. J'ai pensé brièvement à Camille, seule dans son appartement. Je n'ai ressenti que de l'espoir pour elle et de la gratitude pour moi-même, parce que parfois, la pire chose que quelqu'un puisse vous faire s'avère être la meilleure chose qu'il puisse faire pour vous. L'honnêteté cruelle de Camille à ses retrouvailles m'a donné la permission d'arrêter de prétendre que tout allait bien. J'avais passé tellement de temps à essayer d'être assez bien pour quelqu'un qui ne voulait pas de ce que j'offrais. Maintenant, j'étais avec quelqu'un qui appréciait tout. Elle est partie avec ses regrets et son appartement vide. Je suis parti avec ma dignité intacte et un avenir qui me semblait à nouveau appartenir. Certains échanges fonctionnent mieux que d'autres.